Les enfants qui ont été traités par l'hormone de croissance, qui sont par exemple 15 cm plus grands, j'en ai comme ça, doivent en fait continuer à prendre de l'hormone de croissance à une dose beaucoup plus basse quand ils sont adultes pour être en bonne santé, sinon ils deviennent, disons, obèses et fatigués. Maintenant, l'hormone de croissance diminue le cortisol. Donc, plus on donne l'hormone de croissance, moins on a de cortisol. C'est pour ça que je fais attention de toujours donner un peu de cortisol. Chez les enfants, à des doses plus basses, alors, pour que ça ne gêne pas la croissance. Mais ce n'est pas parce qu'il manque d'hormones de croissance qu'il manquerait de cortisol, sûrement pas, puisqu'ils auraient un meilleur cortisol sans hormones de croissance ajoutées, quoi. S'ils ont des signes d'hypocortisolémie, il faut traiter la carence en cortisol, sinon ils ne vont pas supporter cette hormone de croissance. Oui, mais il faut des petites doses, pas des doses de 20 mg par exemple. Il ne faut pas trop de DHA chez les enfants parce qu'ils n'ont pas trop besoin avec l'hydrocortisone, mais une fois adulte, oui, ou une fois adolescent quand même, oui. Encore d'autres questions? Oui? Yves? Donc, en général, lorsqu'il y a une maladie inflammatoire, en gros, on fait 6 mois de traitement à la prénisolone ou au méthylprénisolone, et puis on passe à l'hydrocortisone presque directement, en fait. Si vraiment on est sûr qu'il n'y a pas de problème de tension et des trucs comme ça, évidemment. Hein. 4 mg à 10,5 par exemple? Oui, c'est ça. Donc, je passe de 4 mg à 20 mg d'hydrocortisone. Désolé. Mais en 2 fois. Hein. Oui. Désolé, dans le traitement, je crois que j'ai passé la ligne. J'ai mis sous méthylprète 4 et hydro 10,5 en fait. Voilà. Donc, je crois que j'ai passé la ligne, je me rends compte maintenant. Donc méthylprète parce que anti-inflammatoire et hydro parce que énergisant. Donc dans ces cas-là, cette patiente elle est sinon cortisol. Donc, quelles sont les doses que tu as données de méthyl? 4 méthyl et 10,5 en hydro. Oui, mais pas en même temps. En même temps, oui. Donc, tu as donné en fait le double en fait, des doses normales. Et puis je diminue par après, dès qu'elle va bien. Et puis tu as diminué après. Donc, c'est aussi une possibilité. Mais la DHA, tu as donné combien alors avec ça? C'est du 50. 50 chez une femme, ça peut quand même donner la pilosité assez vite et la perte de cheveux. Hein. Mais bon, je suppose que c'est avant combien de mois que tu donnes des doses plus élevées. Mais donc, plus tu donnes de la DHA, plus tu peux donner l'hydrocortisone, mais il faut aussi faire attention que la personne ne gonfle pas au visage. Et ça se passe très vite. Hein. Si c'est un excès, vraiment, là, il y a une surconsommation probablement d'hydrocortisone, donc de cortisone, donc il faut plus. D'autres questions? Oui? Les contre-indications pour l'hydro et la méthylprète. Donc, les contre-indications, c'est de donner trop, c'est de donner là où il n'y a pas de carence, c'est de donner s'il n'y a pas de DHA. Donc, il y a toutes sortes de contradictions, mais je dirais que quand la personne est très fatiguée et en même temps elle a une forte maladie inflammatoire, on donne moitié de l'un, moitié de l'autre. Rarement les doses que toi tu donnes, mais ça peut être une technique. Hein. Si du moment que la personne n'a pas vraiment de symptômes de surdosage, tu peux vraiment donner une double dose. Mais moi, je suis plus prudent sur ce point. Je veux dire, c'est intéressant quand il y a une hypotension, mais si le patient est en hypertension. Donc, quand une personne est en hypertension, il faut passer au méthylprète parce que ça va être un problème avec l'hydrocortisone. Ça va augmenter la tension plus. Et on ne peut pas donner d'aldostérone alors non plus. Donc, pas de fludro, quoi. Fluidocortisone. Non. Donc, c'est pour ça. Donc, le méthylprénisone est quand même utile parce que ça marche mieux chez les personnes en surpoids ou qui ont une hypertension et qui gonflent facilement, par exemple, rétention d'eau. Ouais. D'autres questions? Oui? Dans le cas d'une clinique où il y a à la fois beaucoup de symptômes qui sont... Là, oui. Dans une clinique avec beaucoup de symptômes liés à l'hypothyroïdie et à la fois au manque de cortisol, quel serait le protocole à mettre en place? Alors, si je donne des hormones thyroïdiennes, donc c'est un patient qui a à la fois une insuffisance thyroïdienne et à la fois une insuffisance en cortisol. Hein. Donc, il faut les donner en même temps. Parce que si on donne des hormones thyroïdiennes et que la personne a une carence de cortisol, elle va mal supporter. Même des petites doses peuvent parfois donner palpitations, nervosité, mal dormir, irritabilité, etc.
Si on donne du cortisol avec la DHA, mais sans l'hormone thyroïdienne, la personne peut gonfler au niveau du visage et prendre du poids et des choses comme ça. Donc il faut vraiment les donner en même temps. Par contre, les hormones thyroïdiennes se donnent lentement. Tous les 10 jours, on augmente la dose, une certaine dose. Et alors, si on commence directement avec l'hydrocortisone à la bonne dose de 20 ou de 25 ou de 30 mg selon le sexe aussi, à ce moment-là, il y a peut-être trop de cortisol pendant un certain temps et trop peu d'hormones thyroïdiennes. Donc, on pourrait alors, dans ce cas-là, j'ai tendance, mais pas toujours, à commencer à une dose plus basse d'hydrocortisone, 15 mg par exemple pour une femme et 20 mg chez un homme. Et puis, après un mois, lorsqu'il a plus d'hormones thyroïdiennes, on augmente un peu la dose. Il n'y aura pas de problème. Ce qui aide énormément les traitements, c'est la bonne alimentation. Donc, s'il mange vraiment paleo, il ne mange pas sucré, pas de protéines, il n'y a pas de prise de poids, de gonflement facilement. Et donc, si vraiment ils les font consciemment, c'est bien. Consciemment veut dire 5-6 jours sur 7, mais pas 7 jours sur 7. Ils peuvent avoir un jour où ils mangent mal, ça va encore. Mais s'il y a 3 jours où ils mangent mal, là, on a des problèmes avec les traitements. Je pense justement à quelqu'un qui mange, une femme qui mange vraiment bien, et qui malgré tout prend beaucoup de poids, gonfle, etc. Et à la fois la clinique aussi d'un cortisol qui s'effondre, ce qui est un peu paradoxal, quoi. Donc elle a besoin des 2 hormones, mais est-ce qu'elle prend ces hormones-là ou pas encore? Non, dans le cas où elle n'est pas traitée donc il du tout, faudra aussi bien où l'endocrino dit qu'il n'y a rien du tout et que tout va bien, quoi. Oui, parce que tout est dans la valeur des références, où elle est peut-être dans des taux, il y a une mortalité augmentée, il a dépression, il a un cholestérol élevé, mais l'endocrinologue n'est pas au courant de ces choses-là. C'est notre rôle de le mettre au courant, en fait. On est un peu difficile d'être entendu, hein, mais ça viendra. C'est comme une force tranquille qui augmente. Mais c'est tellement important pour ces personnes-là, parce que toute leur vie, ils ont des problèmes de plaintes, de gonflement. Et alors on leur dit, mais tu manges trop, ou tu te plains tout le temps, des choses comme ça. Et alors il suffit de combler les carences. Et ça marche, hein. Il suffit d'écouter Serge, Stéphane. Donc c'est tellement important, c'est vraiment, ça peut changer la vie des gens de bien faire, c'est d'être conscient. Il ne faut pas avoir peur des hormones, c'est des molécules de notre corps. Et si jamais ça en donne trop, eh bien on a des symptômes, des signes de surdosage, donc on peut le reconnaître. Et alors à ce moment-là, on diminue la dose. C'est pas plus difficile que ça. Moi, j'ai souvent pas besoin des analyses, mais je les fais tout le temps et toujours avant. Juste comme ça donne une impression de certitude, mais je pourrais dire quel est le taux que je vais trouver dans le sang et les urines de 24 heures chez la personne et je sais déjà quel traitement donner, quoi. Une fois qu'on a de l'expérience, ça marche bien. Oui. Donc, quelle est la prise en charge pour le Cushing? Maintenant, je dois dire que je n'ai pas beaucoup de cas de Cushing que je dois traiter. Mais dans mon expérience, vraiment, on diminue assez bien les taux excessifs de cortisol. D'abord, bonne alimentation, genre paleo, hein, pas de sucre, parce que sinon ils prennent un poids énorme. Et alors, on donne les hormones dont il manque. Donc, l'hormone de croissance diminue le cortisol de 20 à 40%. Hein. C'est vraiment substantiel. La mélatonine le diminue aussi dans ce cas-là. Si vraiment c'est un Cushing très important, on peut donner plus de mélatonine. Pas les petites doses physiologiques de 0,1 à 0,2 mg que je donne en semaine. On peut passer peut-être à 1 mg en sublingual dans les très gros Cushing. Donc, les hormones qui diminuent le cortisol, c'est celles dont j'ai un peu parlé. C'est donc l'ocytocine aussi, pendant le jour. Les hormones thyroïdiennes peuvent parfois améliorer la métabolisation et dégonfler, parce que dans le Cushing, le gonflement est en fait un gonflement en excédème. La nuit, l'hormone de croissance est mélatonine. Et alors, la DHA peut aussi, mais ça, il faut voir si le Cushing, il peut aussi avoir un excès de production. Le DHA peut diminuer le cortisol ou l'ACTH et même la fludrocortisol. Mais ces hormones-là, il faut faire attention, parce que dans le Cushing, souvent, ils font les 3 hormones trop. Donc, il faut un peu vérifier les tests de labo, quoi. Alors, évidemment, diminuer le stress. Tout le stress, ça augmente le cortisol et tout ça. Hein. Mais donc, l'alimentation est aussi assez importante. Voilà. Une question au niveau de oui. etc. Est-ce que le xylitol est toléré, accepté? Alors, le xylitol, je n'ai pas tellement étudié. Je pense que c'est un meilleur sucre, mais je n'ai pas assez étudié. Je sais que ça ne donne pas de caries, soi-disant.
Et donc, ça pourrait être mieux, mais je suis très méfiant avec tous les sucres. Par exemple, les cyclamates, ça donne des douleurs musculaires un peu partout. Moi, j'ai des personnes perclus de rhumatisme, rien que parce qu'ils prennent des sucres de remplacement. Mais je pense qu'ils étaient les meilleurs, mais je ne l'ai malheureusement pas étudié en fonction des causes. Je pense que pour moi, le meilleur sucre, c'est de manger un fruit entier et pas de prendre un jus de fruit. Un jus de fruit diminue le cortisol, hein, parce que c'est trop de sucre en même temps. En peu de temps. Il faut mieux avoir des taux de sucre plus stables, quoi. Pas de pic. Oui. Oui. Chez les patients diabétiques, on est des fois gêné parce que ça fluctue beaucoup le réglage de la glycémie, c'est Donc, en fait, ta question, c'est si le patient diabétique, si on donne du cortisol, et ça n'augmente pas le sucre, quoi. Et ça peut en effet augmenter le sucre. Mais évidemment, on s'occupe aussi du diabète, à diminuer le diabète. Hein. Donc, il y a des traitements un peu l'IGF-1, par exemple, ou l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, plus tard, mais l'IGF-1 directement diminue le diabète. Donc, moi, je n'ai pas trop de problème de traiter les patients diabétiques avec l'hydrocortisone ou autre, parce qu'en général, ça marche bien, parce que j'ai tellement amélioré leur alimentation que finalement, leur sucre diminue quand même, quoi, assez fortement. Et donc, on ne voit pas que l'hydrocortisone, mais c'est parce que aussi j'ai amélioré le reste, quoi. OK? Oui? combien de temps on peut traiter en étant sûr que la surrénale va repartir toute seule à la... Est-ce que les surrénales vont reprendre après un traitement? Est-ce qu'on n'aura plus besoin de traitement? Moi, je crois qu'avec le vieillissement, ça ne fait que s'aggraver en gros. Et donc, on peut avoir un style de vie, une alimentation meilleure, et alors arrêter de manger le sucre. Le cortisol est déjà nettement meilleur. Hein, il y a déjà au moins 20 ou 30% plus de cortisol qui sera fait. Mais si vraiment la carence est suffisamment importante, et c'est le cas, je dirais, d'au moins 80% des cas, là, il vaut mieux continuer le traitement. Maintenant, j'ai ma femme elle-même qui, pour raison X, ne supportait plus le cortisol et qui est pris pendant 10 ou 15 ans. Et alors, j'ai aussi d'autres patients. Et alors, parce qu'elle avait des mycoses avec ça, et donc, elle a appris. Et normalement, ce qui se passe, c'est qu'ils reviennent dans des carences en cortisone importants. D'accord? Et alors, on a pu la passer sur la thymosinine alpha 1. Donc, c'est une hormone qui stimule l'immunité, de façon à ce qu'il y a beaucoup moins d'infections dans le corps. C'est étonnant, hein, parce que pour l'instant, moi, j'ai pris une double dose. Je peux vous dire, j'ai la pêche, hein. Je peux presque faire tous les jours un marathon ou un demi-marathon en tous les cas. Et donc, alors le cortisol est épargné parce qu'il n'y a plus d'infection. Thymosinine alpha, c'est l'hormone qui stimule le plus l'immunité. C'est incroyable. On n'a plus de grippe, hein. Fini, hein. Plus de rhume, plus d'allergie, plus rien. Mais il faut ça dépend de la dose, évidemment. Et on l'a passé sur la thymosinine alpha 1 et ça a permis de ne plus prendre de l'hydrocortisone. Ouais. Nous sommes tous aussi... moi, la raison pourquoi j'ai augmenté ma dose, c'est parce qu'on a tous des petites viroses en nous. Donc, on a des anticorps, même si c'est l'IgG, ça veut dire qu'il y a encore un peu d'infection. Et moi, j'ai vérifié chez moi et j'avais plein de viroses. Donc, j'ai doublé ma dose et je peux dire, depuis lors, je me sens bien. Ça se prescrit comment la thymosinine alpha? C'est des injections? C'est des sous-cutanées, hein. Tous les jours? Normalement, la firme dit que c'est tous les 2 fois par semaine une ampoule, mais alors ça devient hyper cher parce que c'est entre 146 en Italie et 250 € ici en Belgique, ou 200, je ne sais plus très bien le prix qu'ils font. Mais donc, c'est du Zadaxin, c'est une firme officielle, c'est enregistré en Italie, donc les pharmaciens peuvent l'importer à partir de là. Et c'est le seul qui est vraiment bon, parce que j'ai essayé toutes sortes d'autres et c'est pas si bon que ça, quoi. Enfin, ils ne sont pas aussi efficaces. Il y en a un qui est bon et c'est la firme Cyclone, comme science, SCI, et puis Clone. C'est une firme chinoise, mais le produit est excellent, hein. Moi, je mettrais tout le monde sur ce produit-là parce qu'il n'a pas d'effet secondaire, plus que le placebo. Donc, le placebo donne un peu d'irritation lorsqu'on injecte, mais c'est la même chose, mais pas plus. En Italie, ça s'appelle Zadaxin. C'est Z-A-D-A-X-I-N. Et donc, avec ça, il y a moins de personnes qui auront besoin de prendre de l'hydrocortisone. Hein. Moi, je prends les deux.
Alors, le dosage, disons que dans un flacon... Ah oui, bonne petite chose. Le flacon est pour injection directe. Donc, on ne met pas il a une bouteille avec une poudre. Et puis là, disons, donc un flacon d'eau stérile, physiologique stérile. Mais c'est un solvant, mais ça ne va pas garder alors dans le frigo. Donc je mets des liquides bactériostatique que pour raison X, on a très difficile à trouver en Belgique. Et donc moi je commande par Internet, mais je pense qu'il y a une pharmacie ici qui sait le faire. Dominique, mais elle est partie, je crois. Et alors, en liquide bactériostatique, ça veut dire qu'on ajoute, en plus de l'eau physiologique, stérile, etc., 0,9% benzyle éthanol. Et alors, ça conserve, et au lieu d'être périmé après 2 jours, ça conserve pendant 1 mois ou 2, dans le frigo, évidemment. Et donc là-dedans, donc on met 1 millilitre dans le 1,6 mg de solution. Et là, la dose qui marche très bien pour enlever tous les herpès, on n'a plus d'herpès avec ça, 0,03 millilitres. Ça correspond à quelque chose comme du 0,05 mg. Mais moi, pour l'instant, je prends le double de la dose, même un peu plus. Parce que j'étais tellement effrayé de ce que j'ai vu dans ma prise de sang sur mes nombreuses viroses chroniques. C'est que des IgG. Hein. Je n'ai jamais eu ces infections, jamais eu la mononucléose, jamais eu l'hépatite, et pourtant, j'ai tout ça. Je ne sais pas. Quoi? Ça a modifié le dosage. Alors, j'ai doublé mon dosage de thymosinine alpha. J'ai aussi pris le bon parce que j'essaie un autre encore. J'essaye souvent d'autres produits. Et alors, je sens vraiment bien. Je suis vraiment très content, quoi. Ça fait longtemps que j'avais plus senti autant de pêche, quoi. Mais j'ai vraiment pris beaucoup et c'est cher. Hein. La dose que je prends, ça me coûte 450, 500 € par mois pour l'instant. Alors, pour lancer l'ACTH au niveau de l'hypophyse, c'est vraiment les conditions plutôt de style de vie et de nourriture. Par exemple, quand vous êtes en lumière, c'est le CRF, corticotropin releasing factor, qui est sécrété, qui stimule l'ACTH. Donc, je crois que c'est vraiment les conditions de vie et l'éviter dans donc, la lumière, très sombre la nuit. Donc, il faut un contraste jour et nuit très important. Mais donc, le soleil, c'est beaucoup mieux pour plus de cortisol et pour plus de récepteurs. L'absence de pollution et alors l'absence de sucreries, de sucre concentré dans l'alimentation. Et ça, je pense que c'est le mieux. Et alors, manger plus de... c'est parce que, en fait, pour stimuler la sécrétion de cortisol, on stimule en général de l'ACTH d'abord avant. Hein. Et alors, des hormones thyroïdiennes vont stimuler tous les systèmes endocriniens à tous les niveaux. Donc, s'il y a trop peu d'hormones thyroïdiennes, mais il faut être prudent dans la carence en cortisol. Hein. Il faut vraiment aller très, très lentement à augmenter. C'est pour ça que quand on comble toutes les carences hormonales, on a de bien meilleurs effets. Parce que chaque hormone va stimuler certaines autres hormones et on va avoir un meilleur effet. C'est pour ça qu'une seule thérapie hormonale, souvent, n'est pas tout à fait équilibrée et pas aussi efficace. Ça va? On doit arrêter maintenant parce qu'il faut qu'on quitte la salle. Merci en tout cas de résister aussi longtemps. Bravo. Merci.